avant de commencer mon exposé sur le sujet d'aujourd'hui, à la demande de plusieurs personnes dans cette salle, on me demande évidemment de vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Mon vieux camarade Guillaume Faye est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour moi, c'est quand même un coup moral très dur, car ça fait depuis l'âge de 19 ans que je le connaissais, et j'ai 63 ans aujourd'hui. Autant dire que toute ma vie d'adulte s'est déroulée, je ne dirais pas à proximité, puisque pendant de nombreuses années, Guillaume Faye s'est consacré à de toutes autres activités que des activités, disons, métapolitiques, mais c'est quelqu'un qui m'a toujours profondément impressionné, tant dans ses écrits, surtout jusqu'à la fin des années 80, que dans sa manière de construire ou de prononcer un discours. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette triste nouvelle et vous donner mon sentiment premier. J'écrirai un assez long hommage à sa personne et à ses travaux dans quelques jours. D'accord ? Et David me propose donc une petite minute de silence pour ce garçon qui, au cours de ces dernières années, a tout de même énormément souffert dans sa chair, non pas seulement pour la maladie, mais dans la précarité dans laquelle il vivait. Et je voudrais vous dire, avant cette minute de silence, la parole qu'il a dite au médecin qui annonçait que la fin était inéluctable. Avec sa gouaille, il a dit « Ben oui, c'est normal, j'ai 69 ans, et Platon aussi est mort à 69 ans. » Voilà. Voilà, donc Guillaume ! Présent ! Donc je voulais aussi simplement encore dire que si certains dérapages qu'il aurait pu commettre, en ce jour, nous les lui pardonnons. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et camarades, l'Europe, le réveil ou la mort, titre de ce colloque, donc, d'aujourd'hui, eh bien, l'Europe est, politiquement parlant, en dormition, comme le disait Dominique Vénère. Et elle est en dormition profonde, alors que de multiples dangers et menaces se développent et s'amplifient, dangers et menaces qui sont autant de défis. Il y a le danger démographique avec une chute vertigineuse des natalités et un remplacement de population à une échelle inouïe. Sur ce sujet, je ne vous apprends rien. Ce danger démographique est assorti d'un basculement dans la multiculturalité qui fait de toutes les sociétés ouest-européennes des sociétés composites, donc fragiles et déstabilisées en permanence. Ruinant le principe antique et toujours valable de la politique selon Aristote, une cité est d'autant plus harmonieuse et efficace qu'elle est homogène, qu'elle est gérée comme une famille biologique, comme un vaste réseau ethnique tissé par d'innombrables liens de cousinage, disait Ollier Mordrel. Voilà pour l'idéal aristotélicien. Dans la pratique, en revanche, nous assistons à l'installation de réseaux mafieux diasporiques favorisés par les regroupements familiaux et par la dissémination subséquente de communautés bien soudées et bien organisées dans quelques grands pôles urbains répartis dans plusieurs pays européens. Le monde politique belge est tombé des nues
au cours de ces dernières semaines en découvrant les ramifications complexes d'un clan araméen chaldéen de double nationalité, turc au départ, belge à l'arrivée. Ces ramifications partaient du trafic de cocaïne à la constitution d'agences immobilières et de l'implantation de réseaux de bistrots, dans Bruxelles notamment, à la vente de passeports, à la location d'automobiles de luxe et à la corruption concussionnaire au sein de la politique politicienne. Le tout avec la bénédiction du prêtre de la communauté qui, dans son presbytère, faisait dans le recel de marchandises illicites ou de papiers compromettants. Ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres et, paradoxe de plus, sur la place de Bruxelles, c'est la maison d'édition du parti néo-communiste qui dresse dans un ouvrage copieux le bilan historique complet des communautés qui se sont installées dans la capitale belge et européenne. L'auteur décrit dans chaque chapitre et clôture chaque chapitre en décrivant les types de criminalité qu'elles pratiquent chacune. Ce ne sont donc pas les populistes qui le disent, mais ceux qui se proclament antifa au risque d'être en contradiction avec leurs homologues dans d'autres pays européens. Nous sommes bel et bien face à l'imposture du vivre ensemble, car tout vivre ensemble conduit inexorablement à juxtaposer, disent certains observateurs de l'UNESCO, en une même agglomération urbaine de bonne dimension, des réseaux diasporiques d'économies parallèles, de formes nouvelles de criminalité, de trafics illicites, et non pas à rassembler, comme on l'a dit, toutes ethnies confondues, les amoureux de Victor Hugo dans les villes françaises ou de Goethe dans les villes allemandes. Il y a ensuite le danger du figement politique, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Sur le plan théorique, on nous prie depuis plusieurs décennies de vénérer un patriotisme constitutionnel qui fait fi de toutes les appartenances concrètes dont relevaient, dans les sociétés encore normales, les ressortissants d'un peuple quel qu'il soit. Tout doit être gommé, tout doit être effacé des mémoires chez les autochtones comme chez les allochtones. Les traditions, la culture, l'inné ethnique, l'acquis historique, les institutions nées des combats politiques d'antan pour ne laisser que des normes abstraites posées comme immuables et que l'on ne pourra enfreindre sans risquer les foudres de nouvelles inquisitions. En Allemagne, le politique Hans-Herbert von Arnim vient d'établir un bilan précis de la partitocratie allemande, soit le système qui a éloigné la sphère politique des citoyens, créant une bulle parasitaire qui échappe à toutes les responsabilités réelles, combat tout challengeur potentiel, ruinant ainsi la mobilité démocratique inscrite dans les principes mêmes de toute bonne gouvernance selon leur propre Vulgate. Le remède proposé par von Arnim est celui du référendum que vous connaissez en Suisse pour le pratiquer à intervalles réguliers et que réclament les Gilets jaunes en France aujourd'hui. Nous voyons là se dessiner une convergence entre contestataires des désordres établis. Le référendum a pour vertu politique principale de briser les routines que perpétuent les majorités ou les grandes coalitions qui généralement ne résolvent rien et laissent pourrir les problèmes. Le référendum permet de sauter au-delà des clivages gauche-droite ou majorité-opposition, au-delà des projets de loi concoctés par les tenants des diverses idéologies politiciennes, projets généralement loufoques et indécis, que la vox populi peut alors jeter aux orties en toute légalité. Le résultat d'un référendum équivaut à une décision à trancher sans tergiversation aucune. Et ainsi,
à faire avancer la cité dans un sens bien précis, dépourvu de toute ambiguïté. La partitocratie sans référendum conduit à l'absence de décision claire en tout domaine. Les régimes qui s'y complaisent ne sont pas politiques, mais impolitiques. Leur présence persistante dans la durée indique que la souveraineté n'est pas entre leurs mains, mais entre celles d'un hégémone extérieur qui cherche, par ses propres décisions, à leur confisquer tout pouvoir réel sur la marche du monde ou à les plonger durablement dans le marasme. Le danger du patriotisme constitutionnel, théorisé par le grand gourou du système en Allemagne, Jürgen Habermas, est celui d'un état d'esprit qui vénère la norme et rien que la norme et évacue la force et même et surtout la simple force des choses, écrit le politologue français d'origine libanaise Zaki Laïdi. En évacuant toute force et toute simple force des choses, la simple force des choses, la simple force des faits, le patriotisme constitutionnel, cher à Habermas et défendu avec jactance par Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt, est un pur déni du réel qui place l'Europe dans un état de faiblesse très inquiétant, tout en interdisant les remèdes d'avance condamnés comme étant les expressions morbides du populisme, nouveau croque-mitaine des intellocrates et des médiacrates au service de la superclasse. Il y a ensuite le danger américain, danger géopolitique, danger principal, qui est très divers dans ses manifestations, mais dont je ne retiendrai que deux aspects particulièrement pernicieux aujourd'hui. Premièrement, l'espionnage par satellite, patronné par la NSA, dénoncé naguère par Edward Snowden. Et deux, l'usage offensif du droit pour torpiller l'élan de firmes étrangères, principalement européennes, à coups d'amendes faramineuses et de sanctions vexatoires. À la fin des années 1990, les révélations d'un journaliste écossais, Mr. Campbell, sur le système d'écoute échelon ont suscité quelques remous bien vite oubliés, alors que le rapport rédigé par les autorités de l'Union européenne précisait bien que plusieurs entreprises de haute technologie en Europe, principalement en France et en Allemagne, avaient littéralement été pompées et que tout le fruit de leur recherche et développement avait été exploité aux États-Unis, puis largement commercialisé à un coût très bas, puisqu'il n'y avait pas eu d'investissement. En 2013, les révélations du hacker Snowden, tout comme les fuites de Wikileaks diffusées par Assange, ont fait le buzz pendant quelques semaines, avant que la pause estivale ne vienne recouvrir d'un pudique silence les rares voix qui s'étaient insurgées contre ces pratiques indignes d'un allié. Alors, d'un allié, dites-vous, d'un allié, dit-on, eh bien non. Il faut savoir que les États-Unis n'ont plus d'alliés depuis qu'a été énoncée la doctrine Clinton pendant l'un des mandats de ce président démocrate. Face aux États-Unis, selon cette doctrine, il n'y a plus que des alien audiences pour lesquelles on ne doit pas entretenir trop de scrupules. Dont acte. L'Union européenne et sa clique dirigeante n'ont pas bougé, n'ont pas élaboré une politique de défense des entreprises européennes. J'espère que l'histoire retiendra cette inactivité préjudiciable comme un crime de haute trahison. Après le pompage des données sensibles de nos entreprises les plus performantes, qui se poursuit allègrement aujourd'hui, sans rencontrer ni critique ni résistance, une nouvelle arme a été sortie de la panoplie américaine. Cette arme, c'est le droit, entre guillemets. Depuis une dizaine d'années, depuis la crise de 2008, de grandes entreprises européennes subissent les foudres des procureurs du département de la justice américaine
et l'assaut des agences de régulation financière. Elles sont accusées de violer les embargos imposés à Cuba, à la Corée du Nord et surtout à l'Iran. Les amendes qu'on leur inflige montent à des millions, voire des milliards de dollars. Tour à tour, Siemens, la banque ABN AMRO, Technip, la BNP, Alstom, la Société Générale, etc. ont été dans le collimateur. Ces multinationales européennes figurent au top 10 des plus lourdes sanctions imposées par Washington en attendant d'être rejointes demain par Airbus ou de passer sous pavillon américain comme Alstom, écrit Ali Zaidi, chercheur auprès de l'IRIS et spécialiste des guerres économiques. Cette attaque systématique et continue contre nos entreprises est le résultat de la doctrine Clinton, car depuis qu'elle a été énoncée, les États-Unis n'ont plus d'alliés, comme je viens de le dire, mais se trouvent face à des cibles étrangères qu'il convient de viser et de frapper quand elles risquent de dépasser en ampleur leurs équivalentes américaines ou de développer des technologies supérieures à celles créées par leurs concurrentes d'outre-Atlantique. Les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles à New York ont servi de prétexte sous Bush II pour planétariser des lois qui ne s'adressaient jusqu'alors qu'aux entreprises et aux citoyens américains. Les terroristes wahhabites ont bon dos. L'action terroriste spectaculaire qu'on leur attribue a permis de lancer une attaque systématique contre le véritable ennemi européen dont il faut, par la coercition juridique, vassaliser les meilleures entreprises, surtout en Allemagne et en France. La véritable guerre est là. L'ennemi numéro 1 de Washington, c'est l'Europe. Une Europe qui est tétanisée. En effet, au sein de l'Union européenne, aucune majorité ne se dessine pour contrecarrer la législation extraterritoriale américaine. Les listes noires, établies à Washington, menacent les entreprises et leurs dirigeants de geler leurs avoirs aux États-Unis et de leur interdire toutes activités commerciales. L'Europe ne peut toutefois se passer du client iranien. Le désordre établi dans ce pays depuis la fin des années 1970 par les agissements d'officines étrangères ayant eu pour objectif stratégique de briser tous les tandems économico-industriels que le Shah d'Iran avait promus, comme la coopération nucléaire avec la France et l'Allemagne, les importations d'acier wallon en Iran, etc. La création délibérée de l'Iran khoméiniste a servi à diaboliser le pays jusqu'à nos jours. L'objectif réel n'est donc pas de lutter contre un fondamentalisme islamique chiite que l'on a créé et soutenu dans un premier temps, mais de ruiner toute coopération irano-européenne. D'ailleurs, comment ne pas s'apercevoir de la supercherie de cet anti-islamisme déployé contre Téhéran, quand par ailleurs les mêmes services ont utilisé les fondamentalistes wahhabites pour lancer leur guerre de basse intensité en Afghanistan, en Tchétchénie, au Daghestan, en Syrie et au Yémen. Les fausses élites eurocratiques savent parfaitement que la politique anti-iranienne de Washington est en réalité une politique anti-européenne. Face à la virulence de l'offensive juridique en cours depuis une bonne dizaine d'années, l'eurocratie vient timidement de contre-attaquer. En effet, le 25 septembre 2018, Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, annonce, en pleine Assemblée générale des Nations unies, que l'Europe a trouvé une parade pour maintenir ses relations économiques avec l'Iran, en pratiquant une politique de transaction par troc. Cette solution évite d'utiliser des devises, donc le dollar, permettant ainsi d'échapper aux sanctions économiques américaines. L'Iran échange son pétrole ou son gaz contre des produits finis selon un modèle préconisé par la diplomatie Göring dans les années 1930, quand l'Allemagne achetait de la viande
des céréales et des légumes frais aux pays d'Europe centrale et orientale en les troquant contre des machines ou des locomotives. Devant ce fait quasiment accompli, Mike Pompeo a promis de se venger et il le fera à coup sûr au risque de ruiner encore la réputation des États-Unis, car désormais le rôle mondial du dollar est bel et bien sapé. Tous s'en éloignent. Ali Laïdi rappelle quelques paroles étonnantes de Jean-Claude Juncker, tirées de son discours sur l'état de l'Union de 2008. Alors, il cite Juncker: « Il est aberrant que l'Europe règle 80% de sa facture d'importation d'énergie en dollars américains, alors que 2% seulement de nos importations d'énergie nous proviennent des États-Unis. Il est aberrant que les compagnies européennes achètent des avions européens en dollars et non pas en euros. » Ces timides changements d'attitude et ces paroles qui sonnent enfin vraies ne sont que l'amorce d'un combat qui est loin d'être terminé, un combat que Juncker et les siens ne mèneront évidemment pas jusqu'au bout et que nous devons, nous, préparer dès maintenant. Examinons toutefois les contextes dans lesquels ce combat va se dérouler. Celui de la dette abyssale des États-Unis et celui de l'abandon progressif du dollar par des puissances comme la Russie ou la Chine. Pour y voir clair, rien de tel que les analyses de la dissidence américaine, plus lucides et plus clairvoyantes que les dissidences européennes, dont la nôtre dans les domaines de la politique et de l'économie internationale. Barbara Boland, sur l'excellent site The American Conservative, constate que le Congrès américain admet que la différence négative entre la dette et le produit intérieur brut américain est aujourd'hui de 22 000 milliards de dollars. En 2000, cela faisait une différence de 33%. En 2019, ils en sont à 78%. En 2029, ce sera vraisemblablement 93%. Le déficit du budget fédéral américain est de 900 milliards de dollars par an aujourd'hui. À partir de 2022, il sera de 1000 milliards de dollars par an. Ce qui est alarmant, comme partout dans la sphère occidentale à laquelle nous ne nous identifions pas, c'est qu'aucun débat sérieux sur les dettes et leurs effets pernicieux n'anime plus les hémicycles parlementaires, y compris aux États-Unis, où l'on discute du Medicare pour tous, soit, du mur de Trump et de sa justification morale, et cerise sur le gâteau, du Green New Deal d'Alexandra Ocasio-Cortez. Or, le déficit américain est essentiellement dû à l'hypertrophie impérialiste, aux immixtions incessantes dans des pays étrangers, hors de l'espace continental américain, où les budgets suivants ont été alloués l'an passé. 5,3 milliards pour Israël, l'Ukraine et la Jordanie. 3,4 milliards pour les réfugiés fuyant les zones de combat. Une augmentation de 74 millions par rapport à 2017. 4,4 milliards pour les catastrophes au niveau international. 8,83 milliards pour les Global Health Programs. 9 milliards pour la Security Assistance. Barbara Boland note que ce ne sont pas les démocrates qui sont responsables de l'explosion de cette dette faramineuse. Sous Bush, certes, la dette avait atteint 10 000 milliards de dollars. Avec Obama, elle culminait à 20 000 milliards de dollars. La spirale avait été amorcée toutefois par des républicains, notamment par Reagan. Cette dette énorme est le talon d'Achille des États-Unis, qui ne font rien pour la juguler sous Trump. Chris Hedges, autre dissident américain, estime quant à lui que l'accroissement de la dette sous Trump fait perdre toute confiance en l'Amérique et induit les autres grandes puissances à abandonner le dollar. Ce qui aura pour corollaire de démanteler graduellement et tacitement les alliances, tout comme les harcèlements judiciaires américains ont fait fléchir en septembre dernier Juncker et Mogherini, auparavant féaux sujet de l'hégémone, incapables d'imaginer un monde où celui-ci aurait été autre qu'hégémonique.
La dette a des effets désastreux sur la politique intérieure américaine, ajoute Chris Hedges, car elle entraîne une inflation difficilement maîtrisable qui ne permet plus de financer les forces armées dont le budget est colossal comme on le faisait auparavant. Chris Hedges annonce ainsi la fin d'une impérialité de triple facture, athénienne, romaine et britannique. Athénienne parce qu'elle tablait sur des alliés fiables et fidélisés, romaine parce qu'elle dispersait ses légions à bon escient aux endroits les plus stratégiques, britannique parce qu'elle visait un système omni-englobant reposant sur la culture, le commerce et les alliances. Pour Hedges, la fracture est née en 2003, quand Bush a refusé d'écouter ses alliés européens. Elle sera confortée plus tard quand les États-Unis rejetteront justement les accords avec l'Iran en menaçant leurs alliés de rétorsion s'ils persistaient à respecter ces accords ou à passer outre les injonctions américaines. La Turquie, depuis lors, a partiellement abandonné le dollar. L'Europe refuse de céder sur le gaz russe amené par le gazoduc Nord Stream 2. La Russie a échangé un stock de 100 milliards de dollars pour des yuans chinois, des yens japonais et des euros. L'Allemagne a demandé le retrait de son or de la Federal Reserve, 300 tonnes, suivi par les Pays-Bas, 100 tonnes. La dette, la défiance générale par rapport au dollar sonne le glas du bellicisme néoconservateur incarné aujourd'hui par une nouvelle génération de faucons comme Mike Pompeo, John Bolton et Elliot Abrams. Hedges base son analyse sur les travaux d'un historien anglais, Ronald Robinson, qui a étudié les mécanismes qui ont entraîné la disparition progressive de l'impérialité britannique. Celle-ci s'est effilochée quand elle n'a plus trouvé de collaborateurs indigènes et que ceux-ci, notamment sous l'impulsion de Gandhi, se sont mis à poursuivre des programmes autonomes. Pour ce qui concerne l'actuelle impérialité américaine, la perte de confiance due à la dette entraîne la perte de confiance dans les bons du Trésor américain, même auprès du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, qui a déclaré « Nous avons désormais des devises de réserve autres que le dollar ». Cette perte de confiance s'observe très nettement depuis 2004 déjà, où les banques se sont appliquées à conserver moins de dollars dans leurs réserves. La tendance s'est accentuée jusqu'en 2015, où moins de paiements en dollars ont été effectués dans les transactions commerciales internationales, d'où la cote des États-Unis sur le total du commerce mondial n'est plus que de 10%, alors qu'elle dépassait les 50% dans l'immédiate après-guerre et au moment de la guerre de Corée. Si rien ne change, la période de 2020 à 2030 sera catastrophique pour l'hégémone. L'augmentation des prix aux États-Unis ruinera encore davantage la pauvre classe moyenne ou ce qu'il en reste, car les salaires stagneront. Pour Hedges, le dollar cessera définitivement d'être une monnaie de réserve mondiale vers 2030, obligeant le Pentagone à retirer ses troupes de partout. Le tourisme américain ne sera plus possible ni finançable pour les particuliers. Le recul de la puissance sur Terre entraînera un recul dans l'espace et dans le cyberspace. Mais cela, j'en doute et je vais y revenir. Provoquant sur le territoire américain lui-même des conflits internes que Hedges ne définit pas, mais que les tenants de la fameuse alt-right, alternative right, qualifieront de ratio, ce qui est l'hypothèse effectivement la plus plausible. Pourquoi ai-je mis un doute quant au recul des États-Unis dans le domaine du cyberspace? Pour énoncer cette objection, je prends appui sur un document rédigé par Jean-Claude Empereur, vice-président de la Commission pour l'indépendance de l'Europe, un document qui a été préalablement publié dans la revue politique et parlementaire dans son numéro d'avril-septembre 2018. Pour Empereur, nous sommes aujourd'hui à l'échelle planétaire face au piège de Thucydide. L'historien grec antique Thucydide, auteur de la guerre du Péloponnèse, avait émis un axiome de la pensée politique qui disait que les grandes guerres
se déclenchait quand une puissance dominante était défiée par une puissance émergente et que la puissance dominante ne sortait pas nécessairement victorieuse du conflit ou en sortait en perdant des plumes. Aujourd'hui, le piège de Thucydide s'observe dans la confrontation Chine-États-Unis, où la Chine est une puissance tellurique et les États-Unis, facteur nouveau dans l'histoire, une puissance numérique. La Chine est qualifiable de puissance tellurique parce qu'elle vise à organiser territorialement le continent en créant de nouvelles voies terrestres ou des voies maritimes littorales en Eurasie qui rappellent les antiques routes de la soie. Elle veut donc multiplier les infrastructures physiques sur une vaste masse continentale, tandis que les États-Unis, par leur savoir-faire de pointe, veulent parfaire une puissance basée sur le virtuel, sur le big data, c'est-à-dire sur la leur propre. Le défi chinois, face à l'hégémonie réelle et actuelle des États-Unis, se matérialise surtout dans la tentative de se tailler un créneau dans la sphère du numérique en tablant sur la 5G, car tel est bien le défi majeur aujourd'hui, celui qui permet d'évoquer le piège de Thucydide. Je laisse aux spécialistes le soin d'expliquer en quoi consiste matériellement ce bond en avant du numérique. Je me contenterai d'en évoquer les retombées politiques. L'affaire Huawei, qui secoue aujourd'hui la relation sino-américaine, est la première manche dans cette cyberguerre que mènent les deux protagonistes. La 5G pour les Chinois doit surtout permettre de créer la ville du futur, testée en Chine à Xiong'an, qui recevra ses premiers habitants en 2020. La gestion numérique de cette ville devra servir de modèle aux acheteurs potentiels du système ailleurs dans le monde. Xiong'an est située à quelques 100 km de Beijing et reliée à la capitale par un train à lévitation magnétique se déplaçant à 200 km/h. Les Chinois avaient déjà mis beaucoup de choses remarquables en œuvre pour la gestion des villes du futur et des aéroports tentaculaires des prochaines décennies. Xiong'an doit être le couronnement de ces recherches, ponctuées désormais par la maîtrise de la 5G. L'exportation de ce modèle de ville à des coûts concurrentiels pourrait rapporter à la Chine autant que la maîtrise du numérique a rapporté aux États-Unis. Godfrey Roberts écrit à ce propos « Les États-Unis considèrent Huawei comme étant dangereuse pour la sécurité parce que Huawei protège la confidentialité des communications des usagers, installant ainsi un barrage assez efficace, pense-t-on, contre toutes les intrusions des réseaux d'espionnage. La NSA a pourtant réussi à pénétrer les serveurs de la société Huawei et ne doit guère craindre ce bouclier vanté par les Chinois pour séduire les acheteurs de leurs produits déjà très nombreux en Europe. On le voit, la guerre est ouverte et ce que craint Trump par-dessus tout, c'est que les États-Unis accusent prochainement un retard de 10 ans sur la Chine, sur la 5G et les technologies associées. Pire, ils se rendent compte que les Allemands, moteurs de l'Europe, ne peuvent renoncer à Huawei sans risquer le suicide économique. Un tandem sino-européen pointe à l'horizon, dont la Russie ne serait pas exclue. Une dynamique eurasienne se dessine, et c'est le cauchemar des thalassocraties, le cauchemar historique des thalassocraties anglaises et américaines. Le sort des cadres chinois de Huawei, poursuivis par la justice entre guillemets américaine, laisse préfigurer le pire aux Européens qui transgresseraient les interdits formulés par le Deep State américain. Le récit que vient de nous livrer, en France, Frédéric Pierucci, dans son livre intitulé « Le piège américain », est affolant. Ce cadre d'Alstom a été emprisonné pendant de longs mois aux États-Unis pour faire chanter les dirigeants de l'entreprise française qui ont fini par la céder à un consortium américain avec toute la complaisance de Macron. L'Europe, elle, est marginalisée par rapport à cet enjeu planétaire car elle n'a parié ni sur les infrastructures terrestres,
ni sur les voies maritimes littorales, ni sur le numérique. Elle s'est voulue une puissance de la norme, sans la force, obsédée par l'institutionnel et le normatif, qui, pour tout lecteur de Carl Schmitt, sont du vent, de la logorée, des vœux pieux, de wishful thinking. Le normativisme est une idéologie qui privilégie exclusivement les formes figées, n'autorisant pas l'affrontement aux événements neufs comme la révolution numérique en cours ou sur le plan des relations internationales, le passage de la bipolarité de Yalta à l'unipolarité américano-centrée et de celle-ci à la multipolarité des BRICS. Il est proprement impossible de développer une stratégie, dans quelque domaine que ce soit, quand on adopte le normativisme, car celui-ci fige tout une fois pour toutes et considère que toute action ou toute décision qui sortirait du cadre de la norme serait ipso facto une dangereuse transgression assimilable au mal absolu et historique qui aurait secoué l'Europe il y a 80 ou 70 ans. L'Europe de la norme sans la force, donc du politiquement correct, s'interdit toute audace innovante au risque de plonger toute sa population dans une régression calamiteuse. Inutile de vous préciser qu'il est minuit moins 5. La puissance numérique américaine repose donc sur une maîtrise ancienne des technologies informatiques et numériques, sachant que selon la loi de Moore, la puissance des ordinateurs double tous les 18 à 24 mois. Les États-Unis ont donc bénéficié du développement exponentiel de leurs acquis en ce domaine, permettant de vastes avancées dans l'automation ou par exemple dans la nanotechnologie, sans oublier les drones qui donnent de considérables avantages aux armées sur le terrain. Le déploiement des atouts numériques en sciences et en médecine est évidemment un acquis indispensable à tous les peuples du monde. Mais c'est aussi dans le domaine de l'information et des médias la possibilité de démultiplier l'impact du soft power américain dont on connaît déjà la redoutable efficacité. Le numérique, ainsi, permet des manipulations médiatiques à l'échelle planétaire, comme l'atteste par exemple la mobilisation tous azimuts pour le climat, qui jette aujourd'hui nos enfants dans les rues chaque jeudi pour des happenings saugrenus qui permettent surtout de détourner l'attention des problèmes réels. Jean-Claude Empereur écrit « La puissance algorithmique d'un État devient ainsi un élément majeur de son influence géopolitique. Puissance algorithmique que les États-Unis utilisent pour obtenir leur full spectrum dominance. Le colbertisme américain fait que l'armée, la défense, soutient toutes les initiatives de la Silicon Valley et des autres géants américains du numérique. Les GAFA, Google, Amazon, Facebook, YouTube, etc., réinvestissent leurs profits colossaux hors du numérique dans des projets spatiaux, le transport, le nucléaire, si bien qu'au soft power décrit jadis par Joseph Nye s'ajoute désormais un digital power aux potentialités quasi infinies. C'est là qu'il ne faut pas partager à 100% le pronostic de Hedges qui voit un recul des États-Unis dans le cyberspace. Le dôme numérique américain surplombe donc le monde aujourd'hui, aplatissant la Terre, effaçant au besoin par la force toutes les différences inscrites dans le sol de la Terre au bénéfice de tout ce qui est hors sol, dans le cloud, comme la thalassocratie de Roosevelt avait arasé les résistances des adversaires des États-Unis. Cet arasement, vendu hier comme une libération, est vendu aujourd'hui comme l'avènement sans heurts d'un vivre ensemble mondialisé, ignorant les rapports de force et les conflits territoriaux, soit une géopolitique numérique du tendre. L'Amérique, qui avait exprimé son messianisme conquérant par un langage agressif du temps de Teddy Roosevelt, par un langage presbytérien et hypocrite avec Wilson, vient d'inventer le messianisme bienveillant et numérisé, un messianisme thérapeutique. Mais cette bienveillance, vous en conviendrez, n'est qu'un masque
que les cerveaux hardis et éveillés de notre Europe, en dormition, ont pour mission d'arracher. Face à cette puissance numérique du tout virtuel, du big data, du hors-sol et du cloud, la Chine, et je le dis avec amertume parce que j'aurais voulu que ce fût notre Europe qui le fasse, formule le projet intéressant des routes de la soie, propose ainsi une organisation continentale, celle des géomètres romains, aurait dit Carl Schmitt, renoue avec la pensée du développement chez Friedrich List, entend vertébrer le monde plutôt que de le fluidifier et le sublimer dans le cloud. Elle parie pour le temps long, face à cette tâche qu'elle aurait dû suggérer et entreprendre elle-même. L'Europe, dit empereur, a souscrit béatement au grand récit de la mondialisation heureuse et de la fin de l'histoire, annoncé au début des années 90 par Francis Fukuyama. En souscrivant à ces fables sans consistance, elle a évité ainsi la pensée du long terme que Chinois sur le plan tellurique et Américains sur le plan numérique ont pourtant toujours eu en tête. Le présentisme obtus des Européens est une erreur fatale. Ce présent idéal, mais figé, correspondait peut-être à des temps désormais révolus, comme ceux de la coexistence pacifique qui édulcorait la guerre froide, ceux des 30 glorieuses qui se sont muées en 30 piteuses, ou encore ceux de la perestroïka de Gorbatchev. Or, le monde est redevenu normal, c'est-à-dire multipolaire et conflictuel, précise Empereur. Voilà pourquoi un projet de refondation est impératif pour l'Union européenne aujourd'hui, alors que les peuples renâclent. Les Européens, en effet, ont le sentiment diffus que leurs institutions bruxelloises ne sont qu'un fatras technocratique oppressant qui s'auto-justifie par une idéologie vertuiste tissée de repentance et de culpabilité. Les Européens, ajoute Empereur, ne disposent ni de la puissance numérique actuellement dominée par les Américains et sans doute demain par les Chinois, et sont coupés de toute profondeur stratégique, non seulement par leur situation géographique de petit cap de l'Asie, mais aussi par l'interdiction absolue qui leur est faite par leurs alliés anglo-saxons de s'entendre avec la Russie dans une perspective eurasiatique. Cette stratégie d'interdiction, poursuit Empereur, cette stratégie d'interdiction géopolitique est totalement contraire aux intérêts européens. Pire, ces dernières semaines, à l'occasion de la 63e conférence sur la sécurité à Munich, Mike Pence, porte-parole du gouvernement américain, a tenté de forcer Merkel à refuser et à saborder le projet de gazoduc Nord Stream 2 et a déconseillé aux Européens de commercer avec l'Iran. Sans le gaz russe, l'Europe germanique et bénéluxienne ne peut tout simplement pas survivre. Sans l'apport du commerce iranien, l'Europe est condamnée à la stagnation ou à une certaine stagnation et elle n'a disposé que de fonds réduits pour ses recherches et développements, alors que ceux-ci sont urgentissimes pour rattraper ses retards dans le numérique ou dans d'autres domaines de pointe. Pour échapper à l'étau que Pence à Munich a menacé de faire fonctionner, Empereur nous demande d'appuyer un projet de Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin, qui est une extension du projet suggéré en 2003 par Henri de Grossouvre, c'est-à-dire non plus un axe Paris-Berlin-Moscou, mais un axe Paris-Berlin-Moscou-Beijing, qu'ils définissent tous deux comme, je cite, conforme aux exigences de la géographie. Et Empereur conclut par ces paroles que je vous demande de méditer quand vous sortirez de cette salle, puisse la réflexion sur les grands espaces l'emporter, sur celle de la gouvernance par les chiffres et les obsessions comptables d'une technocratie sans vision. Cette parole, qui conclut un article purement factuel sur l'affrontement sino-américain, a une portée philosophique profonde, que j'ai retrouvée dans un long entretien que le philosophe Marcel Gauchet a accordé récemment au site français Les Crises. Pour Marcel Gauchet, qui dans cet entretien
esquisse un bilan succinct, très didactique, visant l'essentiel. La souveraineté qui turlupine tant quelques nationalistes français qui imaginent échapper au désastre qui s'annonce en quittant l'Union européenne. La souveraineté donc, dit Gauchet, est en baisse à tous les niveaux en Europe, tant à celui des États nationaux qu'à celui de l'Union européenne. L'Europe et chacun des États qui la composent est anesthésié. Elle est devenue pour Gauchet une entité apolitique et astratégique. Le politique, au sens noble du terme, y est évacué. La stratégie y est absente. Or, sans politique, disait Julien Freund, il n'y a pas de souveraineté. Rien que de la politicaille qui laisse tout aller, les héritages comme les traditions, tel un chien crevé au fil de l'eau. Les dépenses militaires américaines, surtout après l'aventure vietnamienne et après le projet de guerre des étoiles cher à Reagan, ont servi à lancer une industrie numérique qui assure la domination américaine sur la planète entière. Les Européens n'ont jamais eu le réflexe de coordonner leurs actions pour être à l'avant-garde des innovations scientifiques et technologiques. Face à ce désastre, dont les effets se sont accumulés au fil des décennies, la riposte néo-nationaliste, dit Gauchet, est seulement affective. En effet, on oppose souvent à des faits évidents que des affects incapacitants qui dédoublent le danger dans la mesure où ils n'entament en rien la force de l'adversaire et où leurs actions risquent d'avoir un effet retardateur, justement celui qu'escompte faire advenir l'ennemi pour freiner nos élans. On ne répond pas à l'ennemi par des déclamations émotionnelles ou des affects sans pertinence. De même, on ne réplique pas, dit Gauchet, par des arguments relevant de la religion, car le religieux, lui, est bel et bien mobilisé par et pour la majorité morale aux États-Unis, par les téléévangélistes ou par les chrétiens sionistes. Pour Gauchet, nous sommes face à une eschatologie politique, face à une théologie politique américaine qui permet une forte mobilisation des électorats, puissance dont nous ne disposons plus en Europe. Mais j'ajouterai à l'argument pertinent de Gauchet un élément qu'il ne cite pas. Face à ce pandémonium théologico-messianique européen, l'Europe ne se pose pas davantage comme le catéchone qui va arrêter le déclin, freiner la déliquescence et rétablir l'ordre traditionnel. Elle ne se donne aucun rôle valorisant sur l'échiquier global. On peut poser la question. Poutine, orthodoxe russe, est-il ce catéchone? Je laisse la question ouverte, car c'est là un autre débat, celui de la théologie politique, thème extrêmement complexe. Alors, je termine. Gauchet constate aussi la déstabilisation identitaire qui frappe principalement les pays d'Europe occidentale, Allemagne comprise. Les pays d'Europe centrale et orientale, notamment la Pologne et la Hongrie, en sont nettement moins affectés. Les mésaventures très récentes d'Orban avec la direction du Parti populaire européen l'attestent à l'évidence. Cette déstabilisation identitaire, au cours de ces 3 ou 4 dernières années, provient essentiellement du flot d'arrivants venus de tous les horizons possibles et imaginables. Flot qui induit un processus de submersion démographique alarmant auquel l'Union européenne n'apporte aucune réponse, car elle est un ensemble, dit Gauchet, qui n'a aucun contrôle ni sur sa frontière sud, ni sur son front intérieur. Les émeutes qui ont ravagé Grenoble, tout près d'ici, tout près de Genève, au cours de la semaine écoulée, en sont un exemple patent. Cette déstabilisation identitaire et ces turbulences inquiétantes sur le front intérieur sont le fruit d'une absence totale de conscience politique que constate également Gauchet. Il nous dit « L'Union européenne ne sait pratiquer qu'une politique de la règle, alors que tout ce qui lui est demandé est une politique de l'événement. Toute politique de l'événement postule de déployer méticuleusement une stratégie, car une stratégie, explique Gauchet, permet d'anticiper les événements et de parer à toute éventualité.
on retrouve là, en un langage plus serein et plus subtil, les visions de Carl Schmitt et de Clausewitz. Pour Schmitt, le fétichisme de la règle ou de la norme est un poison ankylosant qui ruine les cités comme le venin du cobra coagule le sang de ses proies. Pour Clausewitz, la stratégie consiste à ne jamais rater une étape dans le développement des techniques civiles et militaires qui procurent la puissance économique ou guerrière. Ce fétichisme de la règle qui doit, selon les tenants du normativisme, s'imposer envers et contre le réel, qui est par définition fluctuant, entraîne aussi la haine de soi, l'oikophobie, disent les identitaires néerlandais qui ont actuellement le vent en poupe, qui se traduit par une critique acerbe et injustifiée des acquis de l'histoire européenne, par des acquis de l'histoire européenne, un acquis qui s'est répété ad nauseam par les intellocrates mercenaires des médias et des officines téléguidées en ultime instance par la NSA. L'idéal des normativistes étant défini une fois pour toutes. Tout recours à un passé différent ou tout projet de refondation, populiste ou autre, sont tabous, doivent être effacés des mémoires et des volontés afin que l'on n'ait plus qu'une humanité de zombies amnésiques et apathiques. Gauchet critique le refus, je cite, le refus des intellectuels de tout eurocentrisme. Et il ajoute, les laits de notre histoire sont tout à fait avouables. Il y a donc une urgente nécessité, dit-il, à nouer un rapport critique, intelligent avec le passé. Gauchet dénonce là le dernier danger que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, le danger de l'amnésie volontaire dans laquelle les normativistes nous plongent parce qu'ils estiment avoir raison au-dessus du réel et parce qu'ils ne veulent pas que des exemples du passé ressurgissent dans les mémoires ou s'y lovent parce qu'ils seraient des reproches actifs et virulents face à leur manigance. Ma position personnelle est de ne pas arrêter la marche de notre histoire, de ne pas étouffer le réel historique qui est notre source, notre socle irremplaçable et doit nous servir de table d'orientation en permanence. En ce sens, je suis peut-être plus continuitaire qu'identitaire, mais c'est là une coquetterie de vocabulaire. Il me reste à remercier les jeunes organisateurs de ce colloque Genevois, qui, au nom de la mobilisation totale, ont mobilisé aujourd'hui les sexagénaires pour leur demander des recettes pour affronter ce que ce cher Guillaume Fay, qui vient de nous quitter définitivement, appelait la convergence des catastrophes. L'impéritie des normativistes impolitiques a imposé aux Européens la négligence de leur passé, mais a aussi anesthésié leur volonté d'aller de l'avant, de chercher des alternatives à l'impasse où ils ont été enfermés. Les tâches ardues qui attendent la nouvelle génération de combattants politiques, en Suisse et plus encore ailleurs en Europe, seront immenses, car il s'agira de restaurer une souveraineté contre les agissements de force colossales, avec à côté d'eux un matériel humain, certes de notre souche, mais profondément abîmé, zombifié par la permissivité et le festivisme qui ont régné en Europe depuis un demi-siècle, où l'on a brisé sans pitié tous les instruments traditionnels de la transmission. Malgré cette mauvaise nouvelle, je souhaite à tous ici de conserver un vibrant courage et je vous dis à bientôt.